Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ayurveda de Mathilde et Julie. Nous sommes très heureuses aujourd'hui d'accueillir un nouvel invité, Samuel Gérand, qui est le créateur de l'art de trouver sa voie, qui va nous parler aujourd'hui du chemin de vie professionnel et de l'Ayurveda. Alors Samuel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Samuel. Nous sommes très heureuses de t'accueillir aujourd'hui et nous avons une première question pour toi. C'est quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce thème du chemin de vie professionnel? Alors, très bonne question. Et puis d'abord, merci pour l'invitation. À pouvoir parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur, dans le sens où c'est vrai que c'est une question qui m'a habité assez jeune, de me demander comment on fait pour être épanoui. Parce que plus jeune, je voyais à quel point on nous demande de faire des études pour ensuite trouver un travail. Et puis j'avais analysé qu'on allait travailler quand même une bonne partie de notre vie. Et je voyais beaucoup d'adultes qui n'étaient pas finalement tant épanouis que ça. Et je me suis très tôt posé cette question, mais ouais, comment je vais pouvoir moi être épanoui? Donc au départ, c'était vraiment très personnel, à titre avec cette idée-là de, bah, ouais, comment est-ce que j'allais pouvoir faire un travail qui allait faire que je sois heureux, en fait. Donc ça, c'était vraiment mon point de départ. Puis, forcément, quand on se pose une question, bah, on finit par trouver des réponses et j'ai fait des rencontres qui m'ont amené à éclairer ce questionnement-là. Mon premier grand éclairage, ça a été d'aller en Inde et de rencontrer un maître de yoga qui parlait de cette question de swadharma. Et il disait, voilà, on a tous un swadharma à réaliser dans notre vie. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un swadharma? Heu, Dans l'idée de swadharma, il y a l'idée de devoir personnel. Alors c'est différent d'une obligation. Le swadharma, c'est vraiment l'idée qu'on a quelque chose à réaliser dans notre vie et que si on saisit ce que c'est, alors à ce moment-là, notre chemin de vie va être plus agréable. Et ça rejoint un peu la notion d'ikigai qu'on retrouve chez les Japonais. On pourrait le définir aussi comme raison d'être, finalement, le swadharma. Donc l'idée, c'est que chaque être humain a un destin à réaliser et des qualités uniques et voilà, mais il faut les trouver pour, ensuite, pouvoir, les offrir au monde et et à la suite de ça, voilà, il avait juste partagé ce concept de swadharma, mais ensuite, pour moi, ça ne me donnait pas la réponse complète. Finalement, j'étais là: «Mais c'est quoi le mode d'emploi?» Forcément, il y a peut-être une notice et et quelques années plus tard, j'ai fait la rencontre d'un autre être, cette fois un Américain, qui lui avait créé, une méthode, inspirée de l'Ayurveda, parce qu'il vivait en Inde à ce moment-là. Il avait créé en fait une école, hem, qui était à la fois inspirée par les neurosciences et par l'Ayurveda et son but, c'était de permettre aux jeunes de trouver leur voie. Donc il avait créé cette école basée sur les intelligences multiples et les natures multiples. Et quand j'ai rencontré, Steven Rudolph, là, ça a été comme, c'était comme si, voilà, d'un seul coup, on me donnait le monde d'emploi mais ouais, comment définir, en partie sa vocation ou enfin voilà, comment définir son chemin plus précisément et voilà, donc ça, c'est un vrai point de départ il y a une douzaine d'années maintenant et depuis, heu, je me suis dit qu'il fallait diffuser cette méthode et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres approches, d'autres méthodes et finalement aujourd'hui, j'en suis arrivé à comme construire un peu, bah, ma propre méthode qui est un ensemble de plein de méthodes, mais finalement voilà, c'est ça qui m'a amené à me questionner. Donc voilà, le point de départ, c'était vraiment la question de l'épanouissement et finalement, de fil en aiguille, j'ai rencontré plein de réponses
pour aller vers cet épanouissement et aujourd'hui ouais, je pense que je pourrais dire que je suis presque un expert en épanouissement professionnel. Enfin, c'est vraiment ma zone, c'est devenu une de mes zones de talent. Mmh. Ouais, super intéressant, merci. Merci beaucoup pour ton partage et du coup, comme c'est devenu un de tes talents, moi j'ai vraiment envie de te poser la question. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que tu mets derrière le terme chemin de vie professionnel? Alors, le chemin de vie professionnel, comme je te disais, pour moi, c'est, l'idée qu'on peut avoir un chemin de vie, professionnel qui va être, épanouissant ou on peut avoir un chemin de vie qui va être, plutôt, voilà, conflictuel ou dans la souffrance. Donc, ce que je mets derrière le chemin de vie professionnel, pour moi, c'est vraiment cette idée que comment est-ce que je peux découvrir, le chemin de vie pro qui va me correspondre et qui va faire que ça va être fluide, facile pour moi de m'épanouir. Hem, pour ça, il y a 2 grands indicateurs, hem, enfin, on pourrait dire même un troisième. Le premier indicateur, que j'ai envie de vous partager c'est la boussole, c'est ce que j'appelle la boussole de la joie. Et ça rejoint finalement le terme, sanskrit, qu'on retrouve en Ayurveda qui est Utsaha, l'enthousiasme. Pour moi, c'est vraiment l'indicateur finalement. Est-ce que, cette activité, elle m'apporte de la joie à la faire, à la réaliser? Est-ce que j'ai de l'enthousiasme à l'idée d'aller faire cette action-là? Ou bien est-ce que, bah, c'est bof, je suis ça voilà, ça m'apporte pas vraiment, de la joie, donc de l'énergie en fait. Oui, c'est un peu l'idée de je fais pour faire parce que ça me gagne de l'argent, mais ça me procure absolument, aucune joie. Enfin, j'ai pas la joie, pleine, la boussole à fond, en tout cas, de réveil du matin pour, me lever, quoi. C'est ça, Mmh. exactement. Le deuxième aspect, c'est vraiment cette idée de être situé en soi, donc de swasta, qu'on retrouve, donc qu'on pourrait traduire par l'alignement, finalement, swasta, être situé en soi. J'aime beaucoup l'image de dire que, swasta, c'est comme, c'est l'expression française, être à côté de ses pompes. Oui. Ah oui. Parce que finalement, quand on est bien dans ses pompes, on est en état de soi, on est bien situé en soi, mais quand on est à côté de ses pompes, vous savez, souvent, ça nous arrive de dire: «Ah, mais lui, il est à côté de ses pompes, ça se voit qu'il est pas bien dans sa vie». Bah, Mmh. ça, c'est l'état de non-alignement, donc du coup, c'est vraiment être à côté de soi-même et soi-sta. Donc l'ayurveda, pour ça, bah, voilà, je vais pas, dire ce qu'elle propose, enfin si, on pourrait dire l'ayurveda en résumé comme ça, elle va nous donner, des tisanes, des traitements, certaines choses pour nous des massages, pour revenir en soi. Là, l'idée de Swasta d'un point de vue, professionnel, c'est, si je trouve mes qualités et les points d'ancrage en moi qui font que j'ai de la joie à faire, que c'est fluide pour moi, que c'est facile pour moi de faire, mais aussi d'apprendre, que ça me motive, c'est source de motivation. À ce moment-là, je vais être bien situé en moi et quelque part, je vais pas avoir besoin de beaucoup de soins de santé. À l'inverse, dès lors que je suis en dehors de moi-même, bah, là, bien sûr, donc en Aswasta, là, bah, forcément, je vais avoir besoin de faire une cure et de faire un gros point sur ma santé et voir comment ça va. Hem, donc voilà, j'espère que Mmh. ce terme, ça vous parle, mais c'est vraiment des choses centrales qu'on utilise, que j'utilise aujourd'hui, c'est vraiment cette question de l'alignement. Est-ce que je suis situé en moi ou est-ce que je suis, à côté de moi-même, à côté de mes pompes finalement? Mmh. Et enfin, la dernière chose qui pourrait synthétiser ça, c'est de se dire: «OK, est-ce que je me sens nourri aussi, finalement, par mon travail?» Donc parce que bien sûr, un travail, c'est, il y a une dimension, souvent pécuniaire, mais une fois qu'on a posé, qu'on est passé au-delà de cette question de l'argent et d'ailleurs les Japonais en parlent très bien à travers l'ikigai, ils disent: «Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire toute ta vie sans gagner d'argent, finalement?» Il faut passer, et parce que finalement, c'est qu'est-ce qui me nourrit, qui fait que je pourrais le faire toute ma vie, en fait, ou en tout cas durant une longue période de ma vie, parce qu'on n'est pas forcément aujourd'hui, les temps font qu'on on bouge beaucoup plus, ça change, c'est beaucoup plus mouvant la carrière professionnelle, mais
En tout cas, ouais, ça, cette question, mais qu'est-ce qui me nourrit profondément, qui fait que je pourrais continuer de faire, d'agir et d'apprendre à tel point que j'ai toujours de la ressource et de l'enthousiasme à aller dans cette direction. Merci, parce que dans ce que tu décris, je me dis aussi peut-être qu'il y a certaines personnes ou certains auditeurs qui nous écoutent qui se disent: «Bah, moi, ça me procure pas mon travail en soi me procure pas forcément de la joie, mais par contre, les raisons pour lesquelles je le fais vont me procurer cette joie». Tu vois? Je pense par exemple, je dis n'importe quoi, un exemple, une mère de famille, célibataire qui, en fait, a de la joie à se lever tous les matins, pas pour le travail qu'elle fait, mais parce qu'en fait, elle sait qu'elle va avoir, elle amène la sécurité financière, immobilière et cetera à ses enfants. Donc finalement, la joie peut être pas forcément là où on la trouve non plus, là où on pense qu'elle est. Non, ce que tu soulignes là, c'est l'importance finalement du pourquoi, de ce fameux why, dont les Américains, parlent et et ouais, qu'est-ce qui m'amène à agir? Et c'est quoi le pourquoi? Et parfois, en effet, de définir clairement son pourquoi et ça peut être très simple, ça peut être juste: ouais, en effet, j'amène, je vais subvenir aux besoins de ma famille, peu importe comment, mais je vais le faire et ça peut m'apporter une satisfaction profonde finalement. Et ça peut être très simple, un pourquoi, en fait. Après on peut avancer, dans le pourquoi et un pourquoi peut très bien bouger et évoluer aussi, au sein de sa vie, quoi. Mmh. OK, Ouais. donc ensuite, dans cette notion aussi, du pourquoi que tu nommes là, il y a, le lien qui fait que lorsque l'on définit ce pourquoi est-ce que je mets, par exemple, ce travail-là aujourd'hui en priorité? Il est, en lien avec ce qui me permet d'être établi en moi, puisque quelque part, ce pourquoi, il nous relie aussi à nos valeurs et peut-être aux valeurs qu'on définit qui sont prioritaires à un certain moment et à un certain contexte de vie. Oui, tout à fait, carrément. C'est les valeurs, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu abordes? Bon, bien sûr, les valeurs, c'est une des bases, d'un travail sur soi, hem et je ne sais pas si elles bougent tant que ça avec le temps. Alors si, il y a certainement des périodes, des phases de vie où elles bougent, mais c'est quand même, c'est des choses qui sont vraiment établies en nous, en effet, ces valeurs et c'est vrai que de vivre un conflit de valeurs, heu, c'est souvent une des causes de commencer un bilan de compétences, ou de ou de se remettre en question. Ce que j'ai observé parce que, clairement, un conflit de valeurs amène du mal-être, amène de la souffrance. Le fait de ne pas se sentir en adéquation entre les valeurs qu'on porte intérieurement et les valeurs, d'une entreprise, par exemple, heu, peut vraiment amener beaucoup de souffrance et en effet, le fait de se sentir, à côté de soi et progressivement faire qu'on on va se sentir, de plus en plus, à soi stade du coup, en dehors désaligné finalement. Donc c'est une des bases, les valeurs. Il y a OK. pas que les valeurs, mais c'est clair que les valeurs, c'est fondamental et si on prend la définition, de valeur en latin, valere, je ne sais pas si elle me revient. Non, je vous la dirai pas là parce qu'elle ne me revient pas. Bon, tant pis, dommage, c'était Suspense. un petit suspense. On ira regarder par nous-mêmes, évidemment. Je vais Voilà. à regarder, ouais, ce que c'est la définition de valeur, vous comprendrez pourquoi c'est vraiment important de regarder. Il me semble que c'est force, c'est la force. OK, Ça génial. traduit en force, en effet, la valeur. Et moi, j'aimerais aussi, faire un petit parallèle avec tout ce que tu viens de dire puisque, l'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie. Donc c'est la connaissance de la vie en nous, autour de nous et elle nous amène progressivement au fur et à mesure de notre cheminement à nous poser des questions sur qui l'on est, par rapport à notre nature aussi, par rapport à Mmh. notre nature profonde. Et moi, ce que j'entends au travers de ce que tu nous partages, c'est que finalement, il y a une réelle adéquation entre cette connaissance de la vie en soi et ce chemin de vie professionnel. Alors, pour, aller plus loin justement dans ce parallèle entre, cet ayurveda qui nous ouvre les portes de la connaissance de notre nature et cette notion de chemin de vie professionnel. Est-ce que tu pourrais nous dire justement, qu'est-ce qui nous permet de savoir dans quel chemin de vie professionnel on se situe par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, au travers de la souffrance et ou de l'épanouissement? Et quelles sont
des points de repère par rapport à ça? Mmh. Alors, c'est vrai du coup, ça me donne envie quand même de préciser, avant ça, l'origine de Swadharma et enfin l'origine et comment le système, indien finalement a créé, le système des castes. Finalement qu'aujourd'hui, qui sont aujourd'hui une version un peu dégénérée de ce qu'est à l'origine les castes, qui au départ était, l'idée des dharmatypes. En fait, dans le système, donc indien ancestral védique, on va retrouver cette idée des 5 dharmatypes, donc avec, la caste, des finalement des connaisseurs, des instructeurs, de la connaissance, de la transmission, ensuite les guerriers, les kshatriyas, ceux qui transmettent. Donc, en premier il y avait les brahmanes donc et puis ensuite les kshatriyas, les guerriers. En troisième on a les commerçants et enfin, il y a aussi comment dire? Les outsiders. Donc c'est les personnes qui sont, atypiques, qui vont être plus les créateurs et il y a la caste des travailleurs. Les travailleurs, le dharmatype travailleur, donc c'est plus, voilà ce qu'on va retrouver à travers peut-être, les intouchables. Mmh. Mais bon, aujourd'hui, ce système, il est très sclérosé en Inde et il est vraiment, il est très mal interprété. Mais en tout cas, c'est une base qui est hyper intéressante pour, se dire finalement, moi, dans quel, type je suis. Alors le Stephen Rudolph avec qui j'ai travaillé a modernisé ces dharmatypes en décrivant 9 natures et le fait d'identifier, sa nature ou ses natures dominantes, parce qu'on peut en avoir, 2 enfin finalement dans les 9 il y en a on va en retrouver, 2 ou 3 peut-être qui sont plus forts chez soi. Après ça dépend vraiment de chacun. Mais une fois qu'on a identifié ça clairement, ça permet en effet de savoir, bah, est-ce que là je suis à ma place ou est-ce que là, finalement je suis pas à ma place? Est-ce que, je suis en train de faire une activité qui correspond vraiment ou pas? Donc ça, c'était une chose, enfin voilà, un point, de sémantique que je voulais partager parce que pour moi, c'est important en effet d'apprendre à savoir, OK, c'est quoi mon type? Et finalement, une fois que j'ai de la clarté sur mon dharma, bah, ensuite après je peux choisir, beaucoup plus facilement. J'ai comme un axe de vie qui est beaucoup plus clair. Donc ces Heu, dharma excuse-moi, je te coupe, mais ces dharmatypes, parlent quelque part et donnent des points de repère sur, notre nature et les questionnements sur la connaissance de nous-mêmes. exactement, exactement. Et ensuite pour répondre, plus précisément à ta question, finalement, on peut observer que, est-ce que tu peux me rappeler un peu, enfin synthétiser ta question? Qu'est-ce qui nous permet de savoir dans quel chemin de vie professionnel on se situe actuellement et quels sont les points de Mmh. repère? Mmh. Alors après, par rapport à ça, moi, ce que j'aurais envie de partager, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, soit on peut être, dans un chemin où on peut observer qu'on est épanoui, soit on peut observer qu'on est en souffrance. Alors, il y a différents degrés de souffrance. Hem, donc pour ça, il y a 3 possibilités finalement, alors on pourrait peut-être en voir plus, mais en tout cas celles qui me viennent là, ce serait, de se dire, «OK, est-ce que là j'ai un bon équilibre de vie entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle? Est-ce que je sens que je me sens en équilibre, en phase?» Hem, un autre aspect, ce serait de se dire: «OK, est-ce que là, je suis à un point où» en fait, j'ai envie de dire ça dépend. Ça ça va vraiment dépendre. Ça, c'est la meilleure des réponses. C'est ça, la réponse type, exactement, je trouve. C'est la meilleure des réponses «ayurvédiques» entre guillemets. Enfin, pas qu'entre guillemets d'ailleurs. It Yes. depends. Ouais, mais c'est clairement, c'est ça parce qu'en fait, tout dépend de notre niveau de rupture, de à quel point on est en rupture, professionnellement. Hem, donc le premier point, serait peut-être d'observer à quel point est-ce que j'ai du stress dans ma vie professionnelle. Ce serait la première question à se poser. Est-ce que, j'ai beaucoup de stress ou un petit peu de stress ou ça va, ou le stress est vraiment, gérable? Est-ce que et voilà, je pense que l'indicateur du stress, c'est vraiment très intéressant.
Après, on pourrait même aller encore plus loin en disant, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Est-ce que c'était un choix personnel ou bien est-ce que c'est les autres qui ont décidé pour toi? Ça, c'est une question, c'est une des premières questions que je vais poser, quand j'accompagne quelqu'un, parce que, on se rend compte enfin, il y a une étude qui montre sur les regrets des personnes en fin de vie, qu'un des plus grands regrets des personnes, c'est de, ne pas avoir vécu la vie qu'ils désiraient. Et souvent, en effet, professionnellement, il y a eu beaucoup de projections sur notre carrière professionnelle et en fait, on se retrouve à faire une carrière professionnelle qu'on ne voulait pas. Donc ça, c'est c'est une question, assez fondamentale. Hem, Après, il y a cette question en effet de, si on est vraiment dans un espace où on apprécie, on est vraiment dans une zone de kiff professionnellement, on peut aussi, améliorer ça, toujours. Parce qu'il y a un des vecteurs, finalement qui va être important, un des facteurs importants, c'est pour moi ce vers quoi j'accompagne les gens, c'est de trouver cette zone, cet espace ou ces espaces, il peut y en avoir plusieurs, où j'ai toujours du plaisir à apprendre, où j'ai toujours envie, d'avancer, d'avoir des nouveaux objectifs ou, tu vois, une réelle motivation en fait à atteindre, à me dépasser finalement ou en tout cas à aller, plus loin. Donc ça, c'est vraiment un point important et en effet, on peut toujours, augmenter notre zone de kiff, même si, on sent parce que parfois on peut faire quelque chose qu'on aime vraiment et mettre dans une phase un peu de vide, mais c'est parce qu'on a oublié qu'il fallait remettre de l'apprentissage, en fait. Et parfois juste refaire une petite formation ou aller, juste lire un bouquin ou aujourd'hui on peut se former, de 1000 manières, mais par le biais d'internet, c'est tellement facile de se former. On peut apprendre, et relancer ce mouvement d'apprentissage qui est un mouvement de motivation parce que ça va nous ouvrir aussi des perspectives. C'est: «Ah oui, tiens, on pourrait faire ça comme ça» et puis ça va ouvrir des champs d'expérience et d'exploration finalement. Enfin, si, voilà, si le niveau stress est trop grand et qu'on se sent en rupture, professionnellement, qu'on sent qu'on n'est vraiment pas à notre place, bon, bah, là, bien sûr, je vais vous inviter à faire un bilan ou bien, même, si on est en rupture, alors voilà, il y a plusieurs indicateurs pour ça, de la rupture professionnelle qui vont nous amener, aujourd'hui, voilà, c'est devenu tellement courant et c'est devenu une des maladies professionnelles, les plus répandues qui est le burn-out. Hem Et pour ça, on a vraiment des points, qui nous permettent d'anticiper le burn-out et parfois il faut vivre le burn-out parce que c'est nécessaire. Il y a des personnes que je rencontre avec qui je travaille qui me disent: «Bah, ouais, en fait, le burn-out pour moi était salvateur parce que, bah, déjà ça m'a permis de me mettre en off pendant plusieurs mois, chose que, bah, voilà, j'arrivais pas à faire, j'arrivais plus pas à dire stop». Souvent c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas à dire stop à des conditions qui ne nous vont plus. Hem Donc après, on pourrait parler, je pense, on pourrait faire peut-être un podcast en entier sur la question du burn-out, mais en tout cas, les indicateurs de rupture, il y en a plusieurs. Ça peut être, bah, déjà, j'ai plus d'élan, j'ai plus de motivation, je vais commencer à prendre plus de carburant, peut-être boire plus de café, boire trop de café, être caféino-addict, pour pouvoir me motiver, pour pouvoir bosser. Je vais commencer à utiliser des béquilles, en fait, finalement, pour ma profession. Hem Il y a aussi cet aspect de, bah, bien sûr, l'environnement. Est-ce que, l'environnement professionnel dans lequel je suis, est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que, bah, je me sens respecté? Est-ce que voilà, on n'est pas en train d'abuser de moi aussi ou aujourd'hui, c'est vraiment une des causes majeures de changement professionnel que je vois, c'est qu'il y a des conflits, au niveau professionnel, des conflits, hiérarchiques et qui fait que les personnes, elles se sentent vraiment pas bien et donc en effet, ça peut être un point de rupture. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, voilà, c'est des principaux là, comme ça, qui me viennent. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu décris. Ça me fait penser vraiment quand on parle en ayurveda, des chemins propres, des nadis, de tous les canaux qui nous traversent et de tous les liens aussi qu'on peut avoir. Donc les liens à nous-mêmes, les liens à la nourriture, les liens, familiaux, les liens amicaux, puis, bah, le lien professionnel et comment prendre soin de ce lien-là. Parce que finalement, quand il vient nous nourrir, il peut aussi,
nous mettre en sous-nutrition et nous mettre en fuite quelque part et en perte d'énergie, voire même ou alors, être plutôt dans une forme d'accumulation d'amas de toxines qui du coup, parfois on est persuadé qu'on est en mauvaise santé parce qu'on va pas bien se nourrir alimentairement parlant, hein, on en parle alors que finalement quand on dans ce que tu me décris, moi c'est ce que je me dis, c'est de regarder tous ces liens, tous ceux vers quoi je vais et qui finalement peuvent être destructeurs, comme quand tu parlais du burn-out en fait, où finalement c'est ça, cette notion aussi que tu parlais de notion du stress, un petit peu beaucoup, énormément. J'aime bien voir la forme d'un bouton de volume, tu sais? Est-ce que le bouton de volume est tellement à fond que tu peux pas aller plus loin, que si tu vas plus loin, bah, le bouton il est cassé? Ou est-ce que tu peux encore, baisser d'intensité quoi? Je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup Samuel. Et ouais, j'ai envie de rajouter, merci pour cet éclairage-là sur, les canaux bouchés, ouverts. Ça me fait faire le lien avec un test, que je fais passer à un stade de l'accompagnement qui s'appelle les tigres affamés. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'identifier est-ce que voilà, je me sens nourri, dans ce que je fais ou est-ce que, je me sens trop nourri aussi peut-être? Peut-être que j'ai une surcharge, mais qui va pas être au bon endroit aussi. Souvent, ça va être ça. Donc c'est vraiment cette idée d'obstruction. En effet, j'ai trop de nourriture, mais qui est indigeste, en fait et j'arrive pas à digérer là, finalement ça, ce que je vis, ou bien ce que j'utilise comme qualité chez moi et ça me correspond pas, en fait et enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure, mais en effet, ce test des tigres affamés permet vraiment de mettre de la clarté. En effet, est-ce que là, est-ce que c'est satisfait ou bien est-ce que c'est voilà, c'est trop ou pas assez même parfois? Parce que parfois, il y a des qualités chez nous qui sont endormies et qui ne demandent qu'à fleurir, qu'à jaillir, qu'à être, offertes finalement au monde. Parce que pour moi, finalement, c'est ça, la beauté du travail que je fais. C'est enfin, ce que j'aime toujours dire, c'est c'est que pour moi, le swadharma ou l'ikigai, la raison d'être, trouver sa raison d'être, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je peux offrir de meilleur au monde pour la société, pour que la société évolue et dans le bon sens, c'est comment je vais contribuer à ma communauté finalement. Alors, à petite échelle ou à plus ou moins grande échelle. Comment je suis voilà, comment je deviens un participant de ce tout, de cet ensemble collectif-là, mais un participant qui va amener, sa petite pierre à l'édifice, à sa Mmh. manière, mais il y a 1000 manières d'offrir, sa pierre à l'édifice collectif, mais voilà, d'amener une pierre positive à cet édifice et je crois que c'est vraiment de l'écologie, à la fois intérieure et extérieure, heu parce que moi, je crois profondément que plus il y a de gens qui vont oser, offrir leur meilleure qualité, à notre société, plus on va pouvoir, tourner dans une spirale d'évolution collective positive Mmh. aussi. Ça, c'est mon rêve en tout cas. Mmh. Et ben, Merci, c'est très ouais. beau et j'aimerais juste, rajouter par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, j'entends vraiment que finalement, il y a de réels ponts entre, cette notion de raison d'être et le fait que l'on puisse exprimer sa nature profonde. Exactement. Donc on vient aussi, au travers de cette question de raison d'être, révéler notre nature profonde, ce qui la compose, là où c'est fluide, là où c'est naturel. Et finalement, en Ayurveda, on parle de Prakriti. Et en fait, Prakriti, c'est notre nature, c'est ce qui est naturellement et c'est ce qui se fait naturellement. Donc, au travers de cette question de la raison d'être, finalement, on vient approcher cette notion de Prakriti et de pouvoir se relier à cette nature profonde avec laquelle on agit au quotidien. C'est très beau. Merci Mmh. beaucoup pour tous ces partages. Oui. Mmh. Moi, la question que je me pose et peut-être aussi pour les auditeurs, c'est, tu vois, tu nous as parlé de choses, que tu fais, lors de tes consultations. Est-ce que tu aurais des conseils ou astuces pour que, bah, nous les premières et puis les gens qui nous écoutent puissent se poser là, en fin de ce podcast pour se dire, voilà, avoir des choses un peu concrètes pour voir où est-ce qu'ils se situent dans leur chemin de vie professionnel? Bah, je vais reprendre, des éléments que j'ai déjà partagés précédemment. En effet, c'est à quel point est-ce que j'ai du stress. Pour moi, l'indicateur du stress, il est essentiel par OK. rapport à ça, savoir où est-ce que j'en suis. Comment est-ce qu'on peut évaluer un niveau de stress?
Bah, au niveau de stress, c'est une tension le stress, c'est une tension intérieure. Je pense qu'en effet, il y a un stress, qui est nécessaire pour être en action et il y a un stress même qui est positif. Il existe le stress positif, mais il y a un stress qui va être, néfaste. Il y a des indicateurs, bien, bah, ça peut être notre niveau de fatigue ou, ouais, c'est une très bonne question. Comment évaluer son stress? La baisse de la joie, Mmh. ce que La tu disais. peur. Mmh. Ouais, là, bien sûr, ouais, il pourrait y avoir la baisse de la joie dans l'augmentation du niveau de stress. Les conflits, Peut-être l'augmentation de Clofi ou aussi je deviens plus réactif. Donc ça, c'est des indicateurs un peu en lien aussi avec le système nerveux finalement. Est-ce que, si je deviens irritable beaucoup plus facilement, de plus en plus facilement, mon humeur change, bascule beaucoup plus facilement. Tout ça, je pense, c'est des indicateurs en effet, que là, j'ai des charges de stress. Mmh. Heu, Tu vois, j'avais un exemple d'une femme qui me disait qu'elle est allée à un tel niveau de stress qui était accumulé. Bon là, c'est vraiment extrême, hein, mais que, c'est allé jusqu'à une parodontite en fait, c'est-à-dire qu'elle était sur le point de perdre toutes ses dents Mmh. et c'est son dentiste qui l'a vue, qui lui a dit: «Mais attendez là, il y a trop de stress, mais c'est même plus trop de stress, c'est immense quoi, quantité de stress». Moi, c'est juste pour montrer à quel point jusqu'où ça peut aller en effet. Bon, bien sûr, le but c'est de mais en effet, je pense que le stress, c'est vraiment une tension intérieure qui va bien sûr se manifester dans les mâchoires, mais dans d'autres zones du corps aussi, certainement dans la poitrine, dans le ventre. Hem, je pense que c'est les 3 zones principales où on va Ouais. pouvoir, Qu'est-ce visualiser qui est ce mis en mouvement par le stress finalement, quoi? Où est-ce que le stress se met en mouvement dans le corps? C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, à observer quand on se pose, cette question-là. Quand en tout cas, on n'a pas forcément la conscience de et qu'on se pose réellement la question. Parce que finalement, la notion de stress, elle est tellement, ce mot, il est tellement devenu entre guillemets «à la mode» ces derniers temps qu'on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire et finalement toutes les personnes vont nous dire qu'elles sont, stressées d'une manière ou d'une autre. Moi, dans ce que j'entends par rapport à ce que tu décris du chemin de vie professionnel, c'est est-ce que, ces tensions, elles disparaissent aussi quand je suis plus au travail? Est-ce que ce stress disparaît quand je suis plus au travail? Si je ne pense plus à ce travail-là, est-ce que ces tensions disparaissent? Moi, c'est plutôt ouais, comme ça que je pourrais oui, le voir aussi, clairement. quoi. Ouais, clairement, bien sûr, c'est en lien, c'est en phase avec le travail et l'autre, point que j'ai envie d'ajouter, c'est, est-ce que j'ai de l'ennui? Est-ce que je m'ennuie dans mon travail? Mmh. Hem Et ça, c'est vrai que c'est une question, voilà, aussi importante. C'est vraiment un indicateur qu'il y a quelque chose qui va pas. Et est-ce que j'ai tendance à compenser à l'extérieur par des activités, d'illusion, qui nourrissent l'illusion? Donc, tout à l'heure, je parlais du café, mais voilà, finalement, ça va être tous les excitants, la cigarette, ça peut être, le sucre très répandu aujourd'hui, comme méthode de compensation pour quand ça va pas ou, aussi, bah, est-ce que j'ai tendance à avoir des comportements un peu de compensation aussi par, peut-être le excès de shopping, mais genre j'achète des trucs dont j'ai pas besoin. Je sais pas pourquoi j'achète, mais j'achète, je compense. Je viens nourrir un vide en fait. J'essaie de remplir un vide, parce que finalement pour moi c'est ça un des indicateurs, c'est ce vide intérieur. C'est: «Ah mince, ça me nourrit plus». Du coup, j'essaie de me remplir à l'extérieur par des choses parfois matérielles ou je vais peut-être être, Netflix addict, tu vois? Ou ça peut être aussi ça, tu vois? Hem et finalement, je prends plus le temps et le soin de mon développement intérieur, j'arrive même plus finalement à me nourrir, de cette paix, ou de ce voilà, j'ai plus d'enthousiasme, plus rien, donc je vais chercher des choses à l'extérieur, quoi, pour remplir ce vide intérieur voilà, qui fait que je me sens plus nourri, quoi. Et pour Ça, c'est oublier finalement qu'on s'ennuie au travail ou que ça nous plaît plus ou que ça génère tellement d'angoisse qu'on veut étouffer cette angoisse finalement par d'autres choses, quoi. clairement et Mmh. heu et aussi que quelque part j'ai peur, aussi la peur, c'est j'ai peur de faire ce choix de changement. Parce que finalement, je peux être tellement, habitué à quelque chose de souffrant, mais ce que j'appelle la souffrance supportable quoi, la souffrance, bon bah, ça va, on s'y accommode. C'est la souffrance, mais c'est normal. Aujourd'hui, ce serait répandu dans le milieu du travail, c'est: «Oh on souffre, mais bah, c'est normal en fait de souffrir». C'est comme, une base et pour moi, je pense que enfin ouais, on peut vraiment réfléchir après aussi collectivement, bon, ce sera un autre sujet, mais comment sortir de ces mécanismes-là? Mais,
Donc ouais, est-ce que je souffre, mais que, bah, je trouve des stratégies pour équilibrer cette souffrance et moins souffrir, mais finalement qui me nourrissent pas, en fait. Parce que je peux souffrir, ne pas être très, très bien, pas tout à fait en phase, mais finalement aller vers un équilibre extérieur et ça, c'est une des pistes, tu vois, que j'envisage enfin, que je conseille. Dire: «OK, dans un premier temps, comment est-ce que je peux équilibrer à l'extérieur peut-être?» Faire des activités qui vont me nourrir en dehors de ma profession aussi. Ça peut être une piste si voilà, dans un premier temps, j'observe que ça va pas professionnellement, je vais peut-être compenser, mais essayer d'identifier qu'est-ce qui me nourrit à l'extérieur, que je pourrais faire qui me nourrisse, pas de faire une activité juste, pour, qui vient nourrir mon vide, en fait. Mais un truc qui vraiment me remplit, dans que ce soit dans ma joie ou dans ma paix ou dans ma satisfaction. Mmh. Qui OK. finalement te réaligne. Progressivement, oui. Ouais, qui te réaligne, ouais, effectivement, progressivement et ce que j'entends, c'est que, au travers, de cette question de qu'est-ce que je peux mettre en place à l'extérieur, ça nous ramène principalement à cette question de se relier à qui on est, la connaissance de soi et qu'est-ce qui, vient nourrir ma nature pour, pouvoir, Mmh, trouver un équilibre dans d'autres aspects de ma vie. exactement. Super intéressant. J'aime beaucoup parce que dans tout ce que tu nous as partagé, ça, remet aussi en beauté et je trouve que ça rend hommage au fait que chaque personne est unique, que chaque personne, a sa propre nature et que sa propre nature s'exprime de manière unique. Donc au travers de toutes ces questions, que viennent poser le chemin de vie professionnel, cela nous ouvre à un champ de rencontre avec, notre nature et avec notre propre question et nos propres questionnements et notre, propre réponse intérieure de «ça dépend». Exactement. Et C'est qu'il y a très pas beau. une réponse, universelle pour tout le monde, quoi. Exact, exact, Oui c'est très inspirant. et puis elle peut évoluer de façon cyclique. Après, ce que j'observe, c'est que quand même arrivé à un certain stade d'expérience, hem, on peut vraiment trouver sa raison d'être et la définir en une phrase et ça, j'adore quand une personne accouche de sa raison d'être et à la fin d'un accompagnement, me dit: «Voilà», je lui pose cette question: «Bon, là, maintenant, après tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, si tu devais en une phrase me résumer ta raison d'être». Et ça m'est encore arrivé tout à l'heure avec quelqu'un, il m'a dit: «Bah, voilà, c'est ça et c'est ça, ça». Alors au début, il trouvait juste un mot, c'était et puis après je lui dis: «OK, une phrase», puis au départ, c'était que lui, puis après je dis: «OK, c'est quoi le mouvement entre toi et le monde, finalement?» Ce mouvement de moi, j'ai ça qui me fait vibrer, que je voilà, c'est ma nature, en fait et comment je l'offre au monde et ça, tu le résumes en une phrase et après ça, c'est ta boussole, en fait. C'est ta boussole intérieure vraiment pour construire tous tes projets finalement. Bien sûr, avec tes valeurs, ce qu'on a nommé tout à l'heure, avec tes qualités, mais quand tout ça s'aligne, quand tu arrives à commencer à créer à partir de: «OK, ma raison d'être, mes valeurs, mes qualités», là, tu peux commencer à créer des projets, puis à t'amuser en fait aussi. Il y a une part aussi, moi je trouve, qu'il y a encore de jeu. Il faut enfin moi j'aime bien toujours rappeler que enfin, j'aime en tout cas, j'aime développer cette croyance qu'on reste des grands enfants et que la vie c'est un jeu aussi. Et que c'est pas, que des contraintes et de la souffrance. Super. Merci beaucoup, Samuel, c'est très inspirant et ça donne, vraiment envie de se poser ces questions sur, notre raison d'être. Oui, C'est d'ailleurs une question qu'on s'est posée, avec ce podcast. Quelle est la raison exactement. du podcast? Donc on Mmh. est très heureuse de pouvoir, aborder ce sujet, avec toi aujourd'hui et donc Mmh. on va, venir à la question suivante qui est, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu proposes aujourd'hui en termes, d'accompagnement et de, ce que tu as créé avec l'art de trouver sa voie? Mmh. Alors au départ, mon intention, justement la raison d'être de mon activité de l'art de trouver sa voie, c'était, vraiment d'accompagner les jeunes à trouver leur voie. Donc je me suis beaucoup penché sur cette question d'accompagner les jeunes et rapidement des adultes.
leurs parents, les parents des jeunes que j'accompagnais me disaient: «Ah moi aussi j'ai envie de tester ce que tu proposes». Et heu et puis un jour, il y a une femme qui m'a dit, «Ah écoute, j'ai déjà fait un bilan de compétences et heu et ça m'a pas du tout apporté ce que ça m'a apporté là, le travail qu'on a fait ensemble». Je me suis dit: «OK, faut que je propose des bilans de compétences alors à ce moment-là pour, amener peut-être un nouveau regard, une nouvelle lecture». Donc, je propose à la fois des bilans d'orientation pour les jeunes, toujours. Heu, j'ai même créé un carnet d'orientation, voilà, qui fait 92 pages, avec vraiment l'idée de suivre, de permettre enfin moi ce que je trouvais important, c'était que les jeunes puissent garder une trace du travail qu'on a fait ensemble à vie, pour se souvenir en fait finalement du travail qu'on a fait. Et puis il y a toute une partie aussi très pragmatique vraiment, stage, suivi stage, les bonnes questions à se poser pour faire des stages, les bonnes questions que je dois poser quand je fais un stage, qui est vraiment, la partie souvent la plus appréciée par les jeunes. Là, ce que j'ai créé par rapport au suivi de stage. Donc ça, c'est la première f voilà, les jeunes. Et puis ensuite, ça m'arrive de proposer des ateliers pour les jeunes, des immersions estivales. On va se retrouver pendant une semaine et on va faire un camp. À la fois, on va pratiquer du yoga, de la danse, mais aussi, voilà, de se poser des questions, de son alignement. C'est quoi mon alignement? C'est quoi mes zones de, de potentiel, et mes zones de joie que j'ai envie de développer? Et après, je propose pour les adultes donc des bilans de compétences. Alors, je les ai appelés bilan essence, donc espace sens, mais on pourrait dire, essence aussi, comme l'essence, se reconnecter à son essence finalement. Mais en tout cas des bilans avec du sens pour, remettre du sens dans sa vie intérieure. Bah, en effet, qu'est-ce qui me nourrit? Et refaire le point finalement sur aussi nos conditionnements. Parce que quand on est adulte et qu'on en arrive à un stade où on a besoin de faire une reconversion, c'est qu'on a eu certainement beaucoup de conditionnements qui font que, bah, on n'est pas épanoui, parce qu'on nous a dit: «Fais ci, fais ça», ou on a développé telle ou telle croyance et finalement, bah, il faut réenvisager toutes ces croyances. Donc ça, c'est vraiment une part importante du travail. Quels sont mes conditionnements? Et hem et aussi, ensuite, se poser les questions, bah, de qu'est-ce que j'ai envie vraiment aujourd'hui de vivre, par rapport à ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux vivre finalement? Parce que, selon, qu'on a 25, 35, 45, 55 ans, on n'a pas les mêmes enjeux de vie, on n'a pas les mêmes, défis, et puis, parfois engagement aussi, qui fait que, bah, si je suis papa ou maman, c'est peut-être plus voilà, c'est un autre, d'autres enjeux que si je suis célibataire, ou, si j'ai un emprunt ou voilà. Donc, en effet, bilan essence, il y a plusieurs formules selon bien sûr les besoins. Ça va être, des formules adaptées et là je suis en train de travailler aussi sur un programme pour accompagner les gens en burn-out. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en burn-out, mais qui savent pas, qui ont un problème, c'est leur niveau d'énergie. Donc là, je suis en train de vraiment réfléchir à ça, sur comment parce qu'en fait, en burn-out, la première chose avant de faire un bilan de compétences, c'est de retrouver un niveau d'énergie, de recalibrer, enfin de renourrir son système nerveux qui a été cramé, parce que littéralement c'est ça burn-out, c'est système nerveux cramé et hem et comment je peux, retrouver de l'énergie avant de me poser des questions? Parce qu'en fait, quand on a fait un burn-out, on peut pas se poser de questions. Le cerveau, il est en mode, off et pour ceux qui ont vécu un burn-out, qui entendent cette émission, je pense qu'ils pourront en attester. Quand on fait un burn-out, on peut plus se poser on peut plus se poser aucune question, on n'a plus l'élan, plus la joie. Enfin, c'est comme, ça amène souvent une dépression assez importante. Donc voilà, je travaille là-dessus. J'ai déjà fait le lien avec le yoga, et le burn-out pour, travailler sur la régénération du système nerveux. Je suis en train de mettre ça en place progressivement et proposer, prochainement des stages aussi là-dessus. Mais j'ai envie de dire, c'est accessible aussi même quand on n'a pas fait de burn-out. Je pense que c'est intéressant de prendre soin de son système nerveux, dans tous les cas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très à la mode, mais je pense qu'en effet, si c'est à la mode, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est sa raison d'être. Système nerveux, c'est on le découvre et on découvre la puissance et puis l'intérêt d'en prendre soin, quoi.
Alors voilà, je crois que donc voilà, je propose des formules de bilan, individuelles et puis aussi, des stages collectifs pour les adultes aussi, ça arrive, et donc je suis basé dans le sud-ouest, à la frontière des Landes et du Pays basque, mais voilà, je travaille à distance, aussi par visio, téléphone. Mmh. Super, Vous a merci beaucoup. vous aurez toutes les informations en bas de l'épisode. Vous pourrez retrouver, tous les liens, du site internet et des réseaux sociaux de Samuel. Merci beaucoup pour ces échanges avec, Merci beaucoup. mmh, Ouais, bah, merci avec joie, ouais, d'avoir échangé avec vous sur ce sujet qui est important et c'est vrai que, ouais, je pense qu'il me tient vraiment à cœur, c'est qu'on puisse diffuser ce message, bien sûr chez les adultes, mais aussi chez les jeunes, quoi. De dire: «Oui, c'est possible de développer un projet de vie professionnelle aligné», et je pense que le plus tôt possible. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser une chose, je suis en train de travailler sur un ouvrage d'écriture d'un livre qui s'appelle «Trouver sa voie devrait s'apprendre». Donc j'espère, qu'il sorte dans le courant de l'année, mais je vous tiendrai au courant en cas. Et voilà, tu me diras. voilà, trouver sa voie devrait s'apprendre et ouais, merci en tout cas pour m'avoir ouvert, le micro et ouvert cet espace de partage et le lien avec l'Ayurveda qui m'est très cher, avec, cette base, de connaissance de soi qui est, je trouve, très riche. Bon, on va faire en sorte que du coup ce podcast soit aussi écouté par, des jeunes pour avoir, cet élan justement de trouver, son pourquoi et ce qui les anime dans la vie. Merci À tous les beaucoup. parents, les tontons, les C'est ça, tatas, les faites voyager mamies, les les c'est ça. ouais. Merci Ouais, beaucoup à vous message tous. positif, quoi. Yes. Merci beaucoup Samuel. Merci à tous. Merci à Je vous vous. dis, merci. On est sur la fin de ce podcast. Je vous dis à très vite et on se retrouve, pour le prochain podcast, Ayurveda de Mathilde et Julie, très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Tu as aimé cet épisode? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.